freelance, il est destructeur parce qu'on oublie que c'est une entreprise. L'entrepreneur, ça résout des problèmes. Et donc en freelance, quand tu vends tes services, tu résous un problème, une problématique ou tu combles un besoin. Créer du contenu à destination des dirigeants sur LinkedIn, ça n'aurait aucun intérêt. Donc c'est aller chercher aussi où est-ce que eux vont chercher de l'info et te mettre exactement à cet endroit-là. À chaque fois, on se dit, en fait, pour avoir des clients, je dois me présenter et me vendre. Pas du tout. Si t'arrives en acquise et en prospection, où tu parles que de moi, je sais faire ci, je sais faire ça, le client, il n'en a rien à foutre. Bon, eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Shape Room de salariés à freelance nomade. Le mot nomade est très important dans le titre, attention. Je vous le rappelle, comme toujours, et j'ai l'impression de radoter à chaque épisode, mais il y a un format donc vidéo sur YouTube et un format audio. Donc si vous préférez le format un peu chill, ou heureusement que l'éternuement n'était pas audible. Donc, si vous voulez un format chill, écoutez sous votre douche dans la voiture, en train de courir, peu importe, vous basculez en format audio sur Apple Podcast, sur Deezer et toutes les plateformes que vous connaissez. Et sinon, si vous voulez voir nos petites têtes, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul, vous basculez sur YouTube. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Hervé. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Je pense que ce sera évidemment dans le titre de l'épisode. On va parler acquisition client pour freelance et en tant qu'indépendant. Voyage dans le monde, un rêve de nomade. Paris aux éclats des vagues. Donc déjà, salut Juliette, est-ce que tu peux te présenter pour savoir qui tu es ? T'es qui ? Qui suis-je ? Grande question. Merci Nico de m'inviter sur ce beau podcast. J'ai hâte de voir un peu où notre discussion va nous mener. Enchantée tout le monde. Donc oui, Juliette Hervé, moi ça fait à peu près 4 ans maintenant que je suis freelance. Ça fait 10 ans que j'évolue dans le marketing. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne mes clients sur du conseil business assez 360 et puis sur de la formation, des conférences sur tout un tas de sujets marketing. Je suis passionnée vraiment par tout ce qui touche de près ou de loin au marketing. Et donc voilà, aujourd'hui c'est ça et j'espère vous partager un maximum d'infos dans ce podcast pendant notre échange avec Nico. Ce sera le cas. Et on peut te suivre sur certains réseaux, non ? Tout à fait. Sur LinkedIn, donc Juliette Hervé, et ensuite sur YouTube, je me lance tout juste. C'est Juliette Marketing. Et puis pareil, sur Instagram, Juliette Marketing aussi. Je commence aussi le game de la vidéo et du podcast très bientôt. Trop bien, trop hâte de voir tout ça. Et donc raconte-nous, c'est quoi un peu les news en ce moment ? Parce que donc là, tu t'es indépendante, c'est ça, en ce moment. Raconte-moi un peu les news, parce qu'en plus, donc nous, on discutait, alors pour dire un peu le contexte, on faisait des petits exercices qu'on appelle de codev, co-développement. C'est des petits exercices coaching pour poser une problématique et puis qu'on puisse s'entraider entre nous d'une certaine manière, que moi ou toi, on puisse apporter nos propres solutions, en fait, ce qu'on ferait à notre place. Et donc depuis, j'ai pas eu de nouvelles, donc dis-moi un peu c'est quoi les news ? Ouais, les news depuis quelques semaines. J'ai signé 2 nouveaux clients en décembre, donc une fin d'année on fire. Grâce à tes vidéos ? Non, c'était avant que je fasse mon, en effet, calendrier de l'Avent marketing en vidéo. Ça, un exo aussi où je me suis pas mal amusée. Alors, spoiler alerte, on évite de se dire le 28 novembre, tiens, est-ce que je ferais pas un calendrier de l'Avent marketing ? Parce que du coup, j'ai passé pas mal de temps à faire un peu tout last minute. Donc, idée très cool, résultat très cool d'ailleurs. On pourra en reparler de ça en termes d'acquisition, c'était assez cool. Mais ouais, gros projet là-dessus. Et puis, sur les news, je me suis rendu compte en fait, justement, en signant ces 2 nouveaux clients, j'ai beaucoup pivoté en 2024. En fait, on s'est connus sur un bootcamp tous les deux. À la sortie de ce bootcamp-là, j'avais une idée de business que je voulais faire. Ensuite, ça a évolué parce que finalement, je m'y retrouvais pas. J'ai passé une année 2024 un peu stressante parce que du coup, tu pivotes, tu te cherches beaucoup et donc ça a été beaucoup de réflexion. Et en fait, là, ça y est, j'ai trouvé vraiment ma zone de génie, d'où le fait que je me présentais comme business advisor et formatrice en marketing parce qu'en fait, je me rends compte que ce qui me fait vibrer est vraiment ma zone de génie, ce qui est le plus utile pour mes clients. C'est quand je leur explique des choses, c'est être sur une scène, c'est être dans un podcast, c'est pouvoir partager un maximum mes learnings de cette manière-là. Je me rends compte que c'est vraiment moi ce qui me fait vibrer, qui me donne une patate de ouf. Et donc c'est sur ça où je refocus cette année mon business avec vraiment du format soit conseil, soit du format workshop, formation, conférence. L'idée c'est d'en faire un maximum cette année. Ok, super. Ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire avant qu'on attaque nos sujets sur l'acquisition client pour indépendant, parce que tu as mentionné 2 choses. Déjà, tu as dit on s'est connus sur un bootcamp. Et ça, très intéressant, je voulais rebondir là-dessus, puisque tous les deux, on se forme continuellement, on est accompagnés également. Et je trouve qu'il y a énormément de personnes, donc salariés qui veulent se lancer en freelance, ou même des freelances qui se lancent et qui galèrent un petit peu, qui ont tendance à mettre ça de côté. Se dire, soit j'ai pas d'argent, ou soit j'en ai pas forcément besoin.
et bah, je me fais pas accompagner ou je me forme pas. Et puis même d'ailleurs, moi au début, quand j'étais en freelance, je m'en battais un peu les couilles, quoi. Et je trouve que c'est super intéressant que tu aies mentionné ça parce que, bah, du coup, pour vous dire, on s'est rencontrés sur un bootcamp. Hein. Donc un bootcamp, c'est quoi? C'est un accompagnement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où on t'apprend pas mal de choses. Donc là, en l'occurrence, c'était pour développer un solo business. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire avec Shape Room, hein, d'ailleurs. Donc voilà, avec Flavie Prévost, qui a d'ailleurs un podcast. Donc on lui fait un petit big up si jamais elle écoute. Flavie Prévost qui a le board, je crois que son podcast c'est le board, hein, c'est ça, le board média. Ouais. Et ça, donc première chose intéressante. Et la deuxième chose, si tu l'as dit, tu as dit j'ai pivoté. Alors pivoter, qu'est-ce que c'est? C'est bon bah quand tu pars sur une idée, concrètement sur une idée A, et puis tu changes sur une idée B. Genre je sais pas, je veux devenir créa. Ah bah finalement je vais me lancer en tant que média buyer. Voilà, c'est un exemple de pivot. Et ça c'est intéressant parce que tu vois, tu disais au début, moi ça fait 10 ans que je suis dans le marketing, etc. Donc ça fait peut-être plus de 10 ans que tu es indépendante, peut-être un peu moins, je sais pas. Ça fait combien de temps? Non, ça fait 10 ans que je suis dans le market, mais j'ai commencé à faire et je pense que ça peut intéresser ton audience aussi, mais j'ai Ouais. commencé à faire du free en même temps que mon CDI. En Ah, 2020, je prenais en fait des missions justement de conseil à partir de ce moment-là, parce qu'en fait en 2020, j'ai commencé à publier du contenu sur LinkedIn. Et c'est ça qui m'a amené des ok. premières personnes qui m'ont dit c'est intéressant ce que tu partages. Ça te chauffe pas de venir nous donner quelques tips aussi pour notre business, etc. Donc j'ai eu mes premières missions comme ça à côté du CDI. Et puis je me suis lancée full time en free en mai 2023. Ok, d'accord. Donc en fait, tu es indépendante depuis l'année 2020 à côté de ton job, quoi, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc, tu as quand même de l'expérience. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce mini témoignage, on va dire, c'est que, tu vois, même avec tant d'expérience, même en ayant plusieurs années en tant qu'indépendante, bah, tu peux avoir des moments où tu galères, où tu pivotes, où tu passes une année stressante, compliquée, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent, oui, non, mais il faut que j'ai de l'expérience, faut que je passe par une entreprise, etc., avant de me lancer et tout. Bah, en fait, non, ça change rien, tu vois. Tu es toujours, en fait, dans la même position. Et je pense que, honnêtement, c'est ce qu'on disait avec Fanny dans un podcast, que tu avances même plus lentement quand tu es en entreprise que quand tu es vraiment sur le terrain en tant qu'entrepreneur. Et donc, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est bah, hyper rassurant, tu vois, parce que, bah, voilà, en fait, on est toutes et tous un peu, entre guillemets, dans le même bateau. Quand on veut se lancer en tant qu'indépendant ou indépendante, bah, il y a des moments où tu galères. Donc, tu peux galérer pendant 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais il y a toujours une porte de sortie et il y a toujours une bonne solution à la clé à condition d'y mettre de la volonté et puis idéalement de se faire accompagner pour aller plus vite et pour avoir des repères, quoi. Ouais, définitivement. Et c'est d'ailleurs l'entrepreneuriat, parce que mine de rien, enfin, on parle de freelance, etc. C'est de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est qui est stressant, mais qui est tellement aussi valorisant quand tu vois que ça commence à fonctionner justement et que ça a été des périodes de stress parfois assez intenses, de se dire putain, mais en fait, est-ce que je vais pas reprendre un CDI parce que là, la panique à bord, je rentre pas de clients, du coup, j'ai pas de CA, donc du coup, je me verse pas de salaire. Alors, moi, j'ai eu la chance de commencer avec du chômage, donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pratique aussi quand tu as été salarié avant. D'ailleurs, on a un coach aussi en commun, Charlot Alizar, Big up plusieurs aussi fois. à Charlot. C'est ça, la bise. Et en fait, ce qui régulièrement me répétait, alors je ne veux pas écorcher la tournure, mais c'est enjoy the chaos de tout ça, quoi. C'est quand c'est quand c'est un peu le chaos autour de toi, que tu te poses 1000 questions, c'est ça qui est cool dans le freelance, c'est qu'il faut pas lâcher, il faut pas avoir peur, et tu vas douter forcément, mais ça fait partie de l'aventure freelance, de l'aventure solopreneur, etc. Et c'est ça qui est cool. Toi d'ailleurs, tu as eu Carrément. des moments comme ça un peu où tu t'es fait peur, ou je sais pas, où tu t'es dit merde, je vais retourner à un CDI, etc. Non, il y a quand même pas un moment donné où je me suis dit, ouais, je vais retourner en CDI. Des fois, je me disais, bon, au pire, si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je trouve un Mm. CDI. Parce qu'en fait, tu as Mm. des compétences, tu as des Bah connaissances, oui. tu vois. Quand tu es en freelance, franchement, tu es aussi un peu entrepreneur, comme tu le disais. Et donc, tu as quand même un cerveau qui est fait d'une certaine manière. Et donc, pour moi, c'était, bon, bah, je trouverai quelque chose, tu vois. Et en fait, au final, bah, le freelancing s'est très bien passé. Donc, j'ai jamais eu ces doutes-là. Par contre, là où je me mets en danger, c'est bah, là depuis 1 an, quoi, en fait, hein, avec Shape Room, je suis en train de lancer tout ça. Tu vois, j'aurais pu rester en freelance et j'étais bien. Hein. Franchement, j'étais bien. J'ai gagné super bien ma vie. Je travaillais 4 jours par semaine et j'aurais pu rester comme ça, tu vois. Donc, ouais, je dirais que là où je suis en danger, c'est en fait, c'est en ce moment, c'est depuis 1 an. Enfin, un peu moins en ce moment parce que ça commence à bien fonctionner. Mais ouais, jusqu'au mois de septembre-octobre 2024, là, c'était des moments où je me disais, bon, bah, au pire, là, en fait, cette fois, je me disais, au pire, je retourne en freelance. Mm. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai passé le stade de bah, le freelancing, tu vois, c'est. Une fois que tu as testé, en fait, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça non plus. Il faut trouver justement avoir regarder les choses avec le bon filtre en fait, parce qu'il y a Ouais. aussi beaucoup d'indés, de free qui te montrent sur LinkedIn, sur les réseaux, le succès et comment ils bossent et machin. Et faut réussir, je trouve que c'est ça qui est difficile
à trouver au début, quand tu te lances vraiment à temps plein là, dans cette aventure-là, c'est réussir à mettre le bon niveau de filtre et de pas te dire genre putain mais eux ils réussissent tellement mieux que moi et en fait c'est que moi je suis peut-être trop flemmarde et peut-être qu'il faut que je bosse plus et peut-être que et faut réussir en fait à doser justement ce truc-là de comparaison et de ça reste assez facile finalement et en même temps il faut aussi quand même se donner assez pour réussir et activer justement l'acquisition de plein de manières différentes aussi parce que mine de rien tu peux pas faire grand chose si t'as pas de thunes parce qu'une fois que tu commences à rentrer du CA tu vas pouvoir réinvestir dans d'autres choses qui vont t'assurer aussi ta croissance et donc pour avoir ces premières thunes là il y a quelques leviers d'acquisition qu'on va pouvoir vous partager aussi. Exactement. Et justement, avant de passer à la partie acquisition de clients, j'avais une dernière question pour toi, parce que je sais que ça peut intéresser pas mal de personnes, j'ai eu des retours là-dessus. C'est concrètement, comment t'es passé de salarié à freelance en fait? Tu disais donc 2020, tu t'es lancé à côté. Ensuite, comment ça s'est passé en fait? En fait, donc ouais, 2020, j'ai des premières missions et du coup, je taffe sur la pause déj, le soir, le week-end. En gros. Et après, en fait, j'ai fait encore 2 ans dans ma boîte, qui était une grosse start-up que vous connaissez peut-être, Spendesk. Et à noter d'ailleurs, info un peu importante quand même, j'avais informé ma boîte que je faisais du freelance. Ça, c'est quand même un point aussi à ne pas négliger, parce que s'ils l'apprennent, ça peut être un peu la merde. Alors que moi, c'était pas le cas. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je me suis dit, vas-y. En fait, ma problématique, c'est que j'avais un plan de carrière très clair dans ma tête. Je suis comme ça, je suis très dans la projection et les choses, machin. J'apprends à lâcher prise maintenant sur ça. Mais j'avais un plan de carrière et j'étais là, ok, Spendesk, ça s'est terminé. Ça faisait 4 ans que j'étais dans la boîte, etc. Et je me suis dit, ok, maintenant, je sais que dans mon plan de carrière très précis à ce moment-là de ma vie, je suis censée aller dans une plus petite boîte où il y a personne au marketing, monter tout le marketing, monter toute la team, etc. Et ensuite, dans 3 ans, je rejoins une autre boîte où il y a déjà du marketing. Enfin bref, tu vois, j'avais le truc vraiment. Et j'ai fait 6 mois dans une boîte. Ça l'a pas fait du tout. Et en fait, déjà, en partant de Spendesk, ça a été un peu rock'n'roll. Et où, du coup, je me posais pas mal de questions de est-ce que je passe en freelance maintenant parce que j'ai déjà des clients, je dois refuser des gens parce que j'ai pas assez de temps, etc. Et je me suis dit non, on reste sur le plan de carrière. Donc, j'ai fait 6 mois dans cette boîte-là. Et à la fin des 6 mois, ça s'est pas bien fini non plus. Et je me suis dit, vraiment là, en fait, j'ai de l'or dans les mains, je sais que j'ai une expertise de ouf. Et chaque fois que je le mets en place chez les clients, ça marche comme pas possible. Et en entreprise, j'ai toujours un manager au-dessus qui n'a pas envie d'être challengé, qui n'a pas envie d'aller tester des trucs qu'ils ne connaissent pas trop, etc. Et donc, flemme, maintenant, j'ai envie d'être mon propre patron et d'aller aider mes clients, d'aider un maximum de clients à faire des choses aussi cool que ce que j'ai pu leur proposer, mettre en place chez Spendesk, etc. par exemple. Donc c'est vraiment ce switch-là où j'avais envie de pouvoir aider plus de monde et sans avoir le truc de non mais tu sais pas, moi je sais, etc. La hiérarchie quoi. Voilà. Ok, du coup ça m'amène à notre sujet principal. C'est donc à partir de ce postulat et puis même à côté de ton job, comment t'as fait pour trouver tes clients? Et moi du coup, comme je te le disais en off juste avant, j'aimerais rajouter une contrainte à notre sujet, c'est de se dire ok, comment en tant qu'indépendant, en tant que freelance, on peut trouver nos premiers clients le plus rapidement possible? Comment tu ferais toi? Et peut-être que tu as déjà fait des trucs comme ça toi dans ton expérience. Alors, la manière dont moi je me suis lancée n'est pas tout à fait la même parce que comme je te disais, j'ai commencé en fait à avoir des clients parce que je publiais sur LinkedIn. En fait, j'ai commencé à publier sur LinkedIn 2 fois par semaine en 2020, ce qui a fait qu'on a commencé à m'interviewer dans des podcasts, pour des webinars, des conférences. Et du coup, le fait de commencer à être reconnue comme experte, c'est là où du coup j'ai eu des demandes entrantes. Mais ça a été un taf un peu plus de longue haleine. Mais c'est un taf toujours hyper important et créer du contenu sur la plateforme où ton prospect est, ça, c'est un truc à faire. Mais par contre, c'est du ROI moyen à long terme. En très court terme, ce que je recommande tout le temps de faire, il y a 3 choses, on va dire. La première, c'est d'activer ton réseau. C'est en fait, coucou, je me lance, voilà ce que je propose comme service. Si tu as déjà un peu identifié quel service tu veux faire, ou sinon, genre, coucou, je me lance, je suis dispo pour bosser sur des sujets autour de ça. Et en fait, tu t'envoies à ta famille, à tes potes, à tes anciens collègues sur LinkedIn. Enfin, vraiment, tu essayes de reach out à un maximum de personnes. C'est la première manière la plus rapide, on va dire. La deuxième, c'est éventuellement d'aller chercher un pote qui est déjà freelance dans une spécialité qui est un peu parallèle à la tienne. Typiquement, quand je me suis lancée, j'avais pas trop le temps de faire beaucoup plus que ce que j'avais déjà en entrant. J'ai un pote qui était développeur de site web et qui m'a dit, moi, mes clients, ils ont grave besoin d'aide parce que je leur fais un site web, mais en fait, ils l'utilisent pas bien parce qu'ils savent pas vraiment faire du market. Donc, on avait évoqué
à un moment, le fait de se faire un mini collectif, on parlait pas de collectif du tout à cette époque-là, mais voilà, de se créer ensemble, et ça peut être intéressant en fait de trouver un ou deux freelances qui font des trucs un peu connexes à ce que toi tu proposes, et de s'échanger en fait des clients. Et le dernier truc, c'est d'aller voir des freelances qui font ce que tu fais, enfin ce que tu veux faire, mais qui sont plus expérimentés que toi. Parce qu'en fait, c'est des gens qui souvent ont plus de demandes que de temps. Et donc, potentiellement, ils vont chercher en fait à faire des partenariats avec des freelances qui vont pouvoir reprendre leurs clients. Alors parfois, comme ça, et sans rien de plus. Parfois, avec un concept d'apport d'affaires. Donc, en gros, ils te renvoient des leads et ils récupèrent une petite partie de ce que tu vas facturer à ce client-là. Hyper intéressant. Franchement, moi, j'ai bien creusé le sujet. Bah déjà, je creuse aussi encore en ce moment, tu vois, parce que l'acquisition client, c'est un sujet, t'as jamais fini, tu vois, t'as toujours des nouvelles techniques et tout, t'as plein de trucs. Et j'y ai réfléchi, tu vois, je me disais, si je devais recommencer de zéro, qu'est-ce que je ferais? Je pense que le tout premier truc que je fais, c'est déjà profil Malte. Alors, voilà, tu vois, je suis freelance, indépendant, boum, profil Malte, parce que franchement, c'est la base. Au moins, tu es présent sur la plateforme. Même si t'as pas forcément de clients, t'es référencé. Et si les gens tapent ton nom, ton prénom dans la barre de recherche Google, il peut y avoir le profil Malte. Donc déjà, moi, c'est le premier truc que je ferais. Deuxième truc derrière, c'est profil LinkedIn. C'est-à-dire que je mets à jour ma headline, photo de profil professionnel, bannière professionnelle. Ça, c'est les deux premiers trucs. Et ça se fait genre, c'est pas en 1 heure, 2 heures, c'est assez simple. Et ensuite, pour moi, franchement, la méthode où tu peux avoir le plus de clients, je dirais, le plus rapidement, parce que vu qu'il y a cette notion de rapidité, tu vois, je suis d'accord avec toi sur les partenariats, sur poster sur LinkedIn, etc. Puis même pour se rapprocher des freelances qui font des tafs donc complémentaires, parce que moi je l'ai testé, tout ça, je l'ai vécu. Mais pour ma part, tu me diras pour toi, mais pour ma part, c'était plus du moyen long terme. Donc si je devais viser court terme pour de la rapidité, moi franchement, ce que je ferais, c'est donc du coup ensuite donc, Malte, LinkedIn, et en fait, je bombarderais en prospection. Genre, pour moi, il y a 3 types de prospection qui pourraient bien marcher et que je testerais directement. C'est prospection LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que j'identifie une entreprise pour laquelle je veux bosser. Je vais voir s'il n'y a pas des problèmes sur leur site internet ou un truc comme ça. Alors là, en l'occurrence, ça dépend aussi quel type de job, tu vois. Donc là, en l'occurrence, moi, vu que j'étais média buyer, donc je pense que tu le sais, hein, de toute façon, mais je le redis quand même au cas où, expert en publicité en ligne. Franchement, parce que j'ai pas fait ça au début, mais si je devais le refaire, c'est je vais voir un site internet, je vais voir, tu as des meta ads librairies, tu peux voir les publicités en ligne qui sont stockées, affichées. Je vais voir tout ça et puis j'analyse en gros le site internet et puis les ads, donc les publicités. Et je remarque s'il y a des problèmes ou pas, quoi. Je remarque s'il y a des problèmes ou pas, et puis boum, j'envoie la vidéo. C'est une vidéo faite avec Loom, par exemple, tu vois, c'est un outil, bah, tu connais Loom, je pense, hein. Outil pour enregistrer sa tête et son écran. Et puis hop, j'envoie ça, message LinkedIn, hello, j'ai vu qu'il y avait des problèmes sur vos publicités, sur votre site internet. Je vous ai donné quelques conseils. J'envoie la vidéo et puis je propose un rendez-vous. Je pense que c'est ce type de technique, en tout cas aujourd'hui pour moi, si je devais me relancer, je ferais des trucs comme ça. Deuxième possibilité aussi, toujours sur LinkedIn, c'est engager des discussions, tu vois. C'est aller voir des entreprises que j'aime bien, donc aller trouver les personnes, tu vois, les directeurs marketing, les responsables acquisition, des gars comme ça, enfin en tout cas mes cibles. Je vais leur parler, je leur pose des questions du style c'est quoi ta problématique en ce moment, et puis s'il me répond une problématique particulière, je lui envoie un document qui répond à sa problématique, tu vois. Ce qu'on peut appeler dans le milieu du value asset. Je sais pas, je pense que t'as vu le truc passer, ouais. Du value asset, quoi. C'est en gros un document de valeur, quoi. Donc ça peut être un document écrit, une vidéo YouTube, peu importe. Et ça, pour l'avoir fait et pour le faire aujourd'hui, bah franchement, ça fonctionne, quoi. Genre pas plus tard que cette semaine, tu vois, là, en fait, on est quoi? On est le vendredi 10 janvier exactement. Lundi, j'ai repris un peu la prospection, un peu plus pour l'agence, pour mon agence. Et j'ai engagé quelques discussions. Et tu vois, il y a une discussion où j'ai juste posé des questions. Et en 2-3 jours, j'ai eu un rendez-vous. J'ai juste demandé, ok, j'ai compris un peu la problématique. Après, je lui ai demandé, ok, est-ce que tu arrives à en dégager un bon chiffre d'affaires avec ton activité? Et elle m'a dit un truc du style, non, c'est un peu compliqué, je sais pas pour quelle raison. Et après, elle m'a directement demandé, t'as un truc à me proposer? Carrément. Et du coup, je lui ai envoyé mon lien pour réserver un rendez-vous. On a un rendez-vous mardi. Mais ouais, non, mais c'est ce truc en fait d'apporter un maximum de valeur. En fait, plus tu vas apporter de la valeur aux gens pour les aider à débloquer leurs problèmes, plus en fait ils vont dire ok, c'est merci de m'aider, et puis potentiellement, oui, il y a peut-être, tu vas envoyer 10 vidéos filmées via Loom, peut-être t'en as 4 qui te répondent. C'est peut-être ça le ratio. Potentiellement, c'est même plus, tu vois. Et en fait, potentiellement, ça amène à un premier appel de découverte. Et au final, la personne, je sais pas, tes tarots lui font peur, ou c'est pas forcément le top moment, etc. Mais en fait, tu lui as déjà apporté de la valeur. Donc, c'est soit ça marche à très court terme et c'est génial, soit potentiellement, c'est aussi un investissement pour plus tard. Et la personne, elle va se souvenir, quand elle aura ce problème-là, elle va se souvenir que, ah tiens, bah Nico, il m'a envoyé une vidéo justement où il analysait
ma présence ads sur les réseaux sociaux. Je vais le recontacter parce que justement j'ai des questions là-dessus et c'est vraiment ce côté de donner pour à un moment demander et recevoir. Carrément. Et moi, ce que j'aime bien avec cette méthode-là, si je devais me relancer, c'est que déjà, j'ai une petite vitrine avec Malte et sur LinkedIn. En plus, Malte, on peut avoir des demandes, voilà, ça peut tomber, ça dépend les métiers pour le coup, apparemment. Mais je sais que ça peut tomber. Puis ouais, la prospection, pour moi, j'en ai oublié une troisième, ça peut être la prospection téléphonique, mais je sais que si tu te lances en freelance, ça peut être quand même inconfortable, faut savoir faire, faut pas avoir la voix chevrotante, tu vois, faut être un peu assuré. Donc, je sais pas si tu vois, si je pars de zéro, je pense pas que je le ferai, la prospection téléphonique, en tout cas pas tout de suite. Par contre, derrière un écran ou avec une vidéo loom où je peux recommencer, je peux mettre pause, etc. Je peux même faire une petite présentation où je sais pas, tu sais, je fais des slides. Il y a quelqu'un dans mon accompagnement qui a fait ça. Elle est allée sur le Meta Ads Library pour analyser les publicités en ligne d'une entreprise qu'elle va prospecter. Et en fait, elle a fait 3 ou 4 slides, un truc comme ça, avec un peu de texte. Elle s'est prise en vidéo par-dessus et puis elle a envoyé ça au prospect et puis le prospect il a répondu. Je sais pas si elle a eu le rendez-vous, mais en tout cas, il y a eu des réponses. Ce système-là, donc de vidéo loom où tu analyses une page de vente, une ads, des choses comme ça, je trouve que ça marche franchement plutôt bien. Et pareil sur la discussion aussi LinkedIn où en fait tu vas cibler la problématique pour envoyer un document de valeur après qui répond à la problématique. Je trouve que ça marche bien parce que on se dit, tu sais, souvent de prime abord, non mais les gens ils vont pas me répondre, ils s'en foutent, etc. Bah en fait, moi je suis étonné, les gens ils ont envie de parler quoi. Et il y en a qui aiment bien parler, il y en a qui écrivent beaucoup d'ailleurs, et il y en a qui te répondent pas comme tu l'as dit, faut pas se leurrer, la prospection c'est du volume, faut y aller quoi, il faut contacter, mais je pense que c'est pareil quand tu disais le réseau, etc. Pareil pour les posts LinkedIn. Alors toi t'as eu de la chance, tu t'es lancé en 2020. En 2020 il y avait beaucoup moins de personnes qui postaient sur LinkedIn qu'aujourd'hui. Moi j'ai posté pas mal sur LinkedIn quand j'étais en freelance. Je sais que j'ai pas trop eu de clients, enfin en tout cas juste avec les posts. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai déduit qu'en fait le meilleur combo, t'as la prospection, et en plus de ça, si tu postes sur LinkedIn, en fait, tu vas te créer une double vitrine, tu vois, en plus d'être présent sur LinkedIn et sur Malte, t'as une autre vitrine où tu postes, donc tu fais figure d'autorité, et si derrière tu vas engager des discussions, les gens ils vont voir ton profil, ils vont dire, ah, intéressant, il poste, c'est-à-dire qu'il connaît le sujet, il est à l'aise pour parler devant tout le monde, enfin, sur LinkedIn en tout cas, tu vois, et donc là, tu vas renforcer tes chances d'avoir ce client, et notamment avec la prospection. Donc je pense que moi, je ferais un truc comme ça, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, sur le référencement, tu vois, tu parlais de Malte, tu parles de LinkedIn, et je pense que c'est important d'en effet d'être présent, surtout quand tu te lances, d'être présent vraiment partout. T'en as plein des communautés comme ça ou des sites qui référencent des freelances. Faut vraiment essayer d'être partout et de regarder. Alors ça c'est pareil, c'est un travail qui est plus de longue haleine, mais en fait plus tu vas publier des choses régulièrement sur ton métier, sur ton expertise, etc. Plus il va y avoir tout ce qui est le référencement naturel aussi. Et du coup si derrière tu arrives à lancer ton acquisition rapide, à avoir des premiers clients, pouvoir réallouer une petite partie de ce budget-là éventuellement de ce que tu rends de tes clients à créer des contenus, etc. C'est aussi un travail qui va payer sur la durée et où du coup tu vas être ok, je veux me référencer. Je pense qu'aujourd'hui on tape Nicolas Media Buyer, des choses comme ça. Je pense qu'on doit tomber assez rapidement sur ton profil typique. Bonne question, faudrait que j'essaye. C'est une bonne question, je sais pas. D'ailleurs j'avais une question par rapport à ça, à ce que tu disais. Enfin plutôt une remarque. En fait c'était très drôle parce que j'étais en appel avec quelqu'un qui va rejoindre chez Proof d'ailleurs. Il me disait en question, ouais, quand tu te lances en freelance pour trouver des clients, on est d'accord, t'es obligé de poster sur LinkedIn. Il me dit ça, ouais, on est d'accord que, tu vois, c'est très drôle, je trouve, les croyances qu'il peut y avoir, comme quoi t'es obligé de poster sur les réseaux. Donc du coup, je te pose la question à toi. Imagine, je te pose exactement la même question. Est-ce que t'es obligé de poster sur les réseaux pour avoir des clients? Sur LinkedIn précisément, non, pas forcément. Moi, je pense que c'est surtout qui est ton audience et comment ils cherchent de l'info. L'idée, en fait, c'est toujours de leur pousser le bon produit au bon moment, au bon endroit. Donc en fait, typiquement, moi, j'ai fait la recherche. Quand j'ai pas mal pivoté l'année dernière, j'ai interviewé, je sais que mon audience, c'est soit des dirigeants, soit c'est des responsables marketing. Donc j'ai été interrogée des respo marketing, j'ai été interrogée des dirigeants et les respo marketing m'ont dit ouais, on utilise, on va pas hyper régulièrement, mais on va quand même assez souvent sur LinkedIn pour chercher de l'info et pas mal aussi sur YouTube, consommer des vidéos quand j'ai un besoin très précis sur un sujet. Moi, ça m'a donné à la fois ma prospection et ma création de contenu. C'est que je sais qu'il va falloir que je crée du contenu là-bas, que j'ai un peu une machine aussi qui me permet de prospecter et de nurturer, d'alimenter en fait ces prospects-là. Et à l'inverse, les dirigeants m'ont dit LinkedIn, on n'y va jamais. Franchement, moi j'ai zéro temps. Le marketing, franchement, éventuellement le week-end quand j'ai vraiment plus rien à faire entre le dimanche midi et le dimanche soir, je vais peut-être réfléchir au marketing. Quand tu dis dirigeant, c'est quoi? C'est PDG, CEO? Ouais, dirigeant. Moi c'est plus moi sur des audiences start-up, PME. Quand j'avais fait cette interview, c'était plus des start-up PME. Ils m'ont dit vraiment en fait on est juste surbooké, le marketing c'est pas notre principal sujet, donc éventuellement si on irait peut-être à des events, tu vois. Et donc je me suis dit en fait eux
créer du contenu à destination des dirigeants sur LinkedIn, ça n'aurait aucun intérêt. Vraiment, ce serait perdre mon temps. Alors que aller chercher des communautés de dirigeants, de start-upers et proposer aux gestionnaires de ces communautés-là de faire un atelier en live, visio ou présentiel, bah, ça aura beaucoup plus d'impact sur mon business et en termes d'acquisition, ça sera beaucoup plus efficace. Donc c'est aller chercher aussi où est-ce qu'eux vont chercher de l'info et te mettre exactement à cet endroit-là. Faut avoir l'assurance, quoi. C'est pas quand tu te lances, je Oui, pense. en fait, faut trouver ce juste équilibre entre je suis à l'aise avec telle chose, je suis à l'aise avec telle autre, et Ouais. en fait, ton persona, il attend ça, et donc faut trouver cet équilibre. C'est ça. Forcément. Faut tester, ouais. Et puis, tu fais bien de mentionner le sujet parce que je voulais aussi en parler. Parce que le sujet là, c'est acquisition client, comment on fait pour trouver des clients. Mais en fait, à chaque fois, on en revient. Et puis en plus, on en discutait aussi ensemble il y a quelques mois. Mais tout part de la cible. Tu disais le mot persona. Et tout part de la connaissance du persona, en fait. À partir du moment où tu sais à peu près ce que tu vends, tu as une expertise, tu sais que tu es à peu près, on va dire, à l'aise. Tu n'es pas obligé d'être à l'aise à 100%, mais voilà, tu sais que tu peux te lancer là-dessus. Ensuite, il faut capter un besoin, capter une problématique. En fait, parce que les services qu'on vend en tant que freelance vont résoudre des problématiques, et ça, il y a pas mal de gens qui peuvent l'oublier, parce que quand tu es salarié et que tu veux te lancer en freelance, si t'es pas entouré de freelance, ou si t'es pas en contact, ou même sur les réseaux, si tu suis pas des personnes qui font ces métiers-là, tu sais pas trop comment ça se passe, tu connais pas trop les problématiques. Mais faut pas oublier qu'en freelance, on est entrepreneur, et donc un entrepreneur, ça résout des problèmes, et donc en freelance, quand tu vends tes services, tu résous un problème, une problématique, ou tu combles un besoin, quoi. Et donc tu fais bien de le mentionner, parce que je voulais en parler aussi, c'est qu'en fait, l'acquisition client, elle part de la connaissance de sa cible et de son persona. Où est-ce qu'il passe son temps, c'est quoi son problème, c'est quoi ses besoins, c'est quoi son budget aussi, tu vois. Typiquement, je sais pas, si tu vas aller cibler des artisans, des horlogers et tout, peut-être qu'ils seront pas très matures d'un point de vue digital, si t'as un métier digital, peut-être qu'ils ont pas trop d'argent. À l'inverse d'une start-up qui vient de lever des fonds, peut-être que là, tu peux aller les prospecter parce que sujet intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce travail en amont de l'identification de la cible, persona, et ensuite proposer, du moins construire une offre qui va répondre à cette problématique-là, qui va parler aux clients. Enfin, au prospect. Et donc, du coup, après, la prospection, la coule de source, effectivement. Si le gars, il passe plus de temps sur, je sais pas, le mec, il est dans la crypto, peut-être que Twitter, c'est plus intéressant. Sur d'autres domaines, LinkedIn sera plus intéressant. Les agences, je sais, on en a pas parlé, mais les agences, on peut aussi les prospecter. Et puis, d'ailleurs, elles sont assez demandeuses sur Malte. Mais ça, on en a pas parlé. Mais d'ailleurs, si moi, je devais me relancer, franchement, je ferais du 50-50, c'est-à-dire 50% annonceurs, donc marque, les PME, les startups, etc. Et puis, agence, 50% agence. Parce que, alors, ça dépend des jobs aussi. Mais tu vois, sur de la créa, du social media, du community management, du marketing digital en général, et autres styles de jobs comme ça, les agences, elles en demandent beaucoup, quoi. Donc j'irai les prospecter et faire des petits partenariats pour bosser peut-être avec des clients plus gros, quitte à rogner un peu sur ma marge, parce que l'agence doit marger, enfin elle doit avoir de l'argent, quoi. Enfin moi je sais que je l'ai fait, et franchement ça m'a apporté pas mal de clients. Et pour rebondir sur les personas, en fait, le fait aussi de connaître du coup ton client type ou tes clients types. Du coup, comme tu disais, tu vois, toi, tu as 2 types d'audience. En fait, tu vas connaître aussi la manière dont ils s'expriment, les mots-clés qu'ils utilisent, le wording qu'ils utilisent. Et du coup, toi, si tu arrives en acquise et en prospection, où tu parles que de moi, je sais faire ci, je sais faire ça, le client, il n'en a rien à foutre. Vraiment, genre, en fait, toi, il faut que tu t'oublies dans ta prospection. Il faut vraiment que tu penses que le client, quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins. Et si tu utilises en fait les mots exacts que il a l'habitude d'utiliser, c'est là où ça va beaucoup plus faire écho. Et tu vas lui dire, j'ai la chance j'étais anciennement responsable marketing, donc je connais les problématiques des responsables marketing. Et typiquement, je base ma prospection, par exemple, sur les moments forts de l'année en marketing. Je sais que, par exemple, faire de la prospection sur les respos marketing entre grosso modo novembre et janvier, c'est quasi impossible parce qu'en fait, ils sont busy, machin, etc. Et au contraire, quelques mois avant, donc si par exemple en septembre-octobre, tu dis, t'envoies des messages de prospection en disant, voilà, vous allez commencer à préparer le plan et le budget 2025, si vous voulez, on en discute, etc. Et là, j'ai eu, du coup, c'est là où, grâce à des calls que j'ai fait en septembre-octobre, j'ai signé du coup mes clients de décembre parce que je suis arrivée au bon moment. Donc c'est basé ça sur leur calendrier type, leur problématique type, utiliser leurs mots. Ça c'est hyper important, et de bien les connaître, et parfois aussi le fait d'aller les voir, faire des interviews avec eux, les rencontrer, etc. Ils peuvent aussi te donner des nouvelles idées auxquelles tu n'avais pas du tout pensé, ou complètement te challenger. Toi, tu étais peut-être parti à fond dans cette direction-là, et le mec te dit, en vrai, ça...
pas besoin de ouf. Mais par contre, ça là, besoin de ouf à fond. Et genre, ça, si j'ai jamais trouvé qui que ce soit qui me propose ce truc-là de cette manière-là. Et ça, franchement, ça me chauffe. Et du coup, ça te redonne d'autres idées aussi. Et c'est là où revient un peu cette notion de pivot dans ton offre. Ok, t'étais parti pour faire... moi, typiquement, c'était ça. J'étais parti pour faire des accompagnements... de mise en place d'éléments marketing, etc. Puis je me rends compte qu'en fait, c'est pas ça vraiment leur problématique. Et puis ils ont surtout besoin d'avoir... Quand j'ai fait des interviews, ils m'ont dit, nous, on voudrait surtout avoir des ressources qu'on peut consommer quand on veut, quand on en a besoin, qui nous aident à monter en compétence sur certaines choses. Ah ok, moi je pensais que vous auriez préféré que quelqu'un fasse à votre place. En fait, vous me dites que non, vous voulez faire vous-même, mais avec de l'expertise. Donc potentiellement, moi, mon biz, une formation sur quelque chose, ça pourrait être plus intéressant que d'aller vendre mon service à plein d'entreprises. Donc ça t'aide aussi à remettre ton offre et ton service au bon endroit. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, je pense qu'on le fait pas trop en freelance, tu vois. Enfin, moi, je sais que ça m'a pas traversé l'esprit du tout. Contacter des potentiels clients pour leur poser des questions, mais c'est vrai que c'est hyper pertinent. Parce qu'en fait, tu le fais quand tu es entrepreneur, tu le fais quand tu crées une entreprise, du style startup et tout. Mais quand tu es en freelance, en fait, je pense que le mot freelance, il est destructeur parce qu'on oublie que c'est une micro-entreprise et que c'est une entreprise, tu vois, et qu'on est entrepreneur. Et donc, on devrait, en fait, justement, aller voir nos cibles, nos potentiels futurs clients, et leur poser des questions pour les connaître. Parce qu'en plus, les gens aiment bien parler d'eux, etc. Et ils ont forcément 15-20 minutes ou 30 minutes dans une journée, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne étape pour construire une offre et pour devancer les autres freelances aussi, les autres indépendants, parce que vu qu'il n'y en a pas qui le font, tu peux prendre un petit segment d'avance sur cet aspect-là. Et un autre truc aussi que tu as dit que je trouve très intéressant, et ça pareil, je le vois tout le temps quand il y a des personnes qui me contactent pour entrer dans ShapeRoom, souvent, quand je leur pose des questions, si c'est des freelances qui se lancent, souvent, je leur pose des questions sur comment ils ont construit leur offre, comment ils obtiennent leurs clients, etc. Franchement, trop souvent, je trouve, il y a ce truc de je me vends tout de suite. Tu vois, il y en a un, par exemple, il m'a dit, en fait, moi, j'envoie une vidéo et je me présente et je présente mes services, quoi. Mais ça marche pas, quoi. Enfin, tu peux avoir des potentielles réponses, hein, je dis pas que c'est à zéro, mais en fait, part du principe que la personne que tu vas contacter, elle te connaît pas. Donc, que tu t'appelles Jean-Michel, Juliette ou je ne sais quoi, il s'en fout. Que tu fasses du media buying dans le créa, il s'en fout. Par contre, ta cible, c'est une entreprise et les entreprises, elles veulent progresser, scaler, faire du chiffre d'affaires, recruter, se développer. Donc, il y a forcément des problématiques et des besoins. Et donc, en fait, à chaque fois, on oublie, je trouve qu'on n'a pas de culture vraiment vente en France. Alors, je sais pas s'il y a mieux ailleurs, peut-être aux États-Unis, j'en sais rien. Mais à chaque fois, on se dit, en fait, pour avoir des clients, je dois me présenter et me vendre. Pas du tout. En fait, c'est contre-intuitif, je trouve, mais c'est juste que tu dois porter ton attention sur le prospect, la personne en question, et cibler son besoin, sa problématique, pour ensuite l'avoir en call et puis même en appel. Je trouve que, en fait, tu te présentes quasiment pas. Moi, je me présente quasiment pas, si ce n'est à la fin, au moment de présenter l'offre, tu vois. Mais je me présente pas trop moi, je présente surtout la manière dont on va les accompagner, tu vois. Donc le service, en fait. Mais c'est ça, en fait, de commencer ton call, non pas déjà sur un appel de découverte, c'est pas toi qui es censé parler le plus. C'est vraiment ton client qui est censé parler le plus longtemps. Je crois que c'est un truc de 60-40 ou 70-30, un truc comme ça. Mais il y a un truc tout bête, moi, qui fonctionne vraiment bien sur mes appels de découverte, c'est « Hello, ravi, machin », bon bref. Icebreaker. Unité classique et « Comment je peux t'aider ?» Et là, tu te tais. Vraiment, le silence en appel de découverte, c'est incroyable. Quand tu arrives à le maîtriser, c'est pas... Franchement, j'étais pas du tout à l'aise au début. C'est genre, je suis pas à l'aise avec le silence du tout, mais... Comment je peux t'aider? Et là, tu fermes ta gueule et tu le laisses parler, vraiment aller au bout du truc, même s'il s'arrête, peut-être pas la fin, il a peut-être encore d'autres trucs, il est en train de réfléchir, et tu le laisses parler, et c'est là où, du coup, enregistre tes calls aussi. Moi, j'utilise TLDV, mais c'est pas foufou. On m'a parlé de Lixi, où il y a Nuta aussi, qui est une solution qui est cool, mais de enregistrer tes calls aussi, et du coup, récupère en fait tout ce verbatim, tout ce wording de ton appel, et en fait, lui, tu vas voir que à chaque fois sur tes appels de découverte, il y a potentiellement des problématiques qui reviennent, et c'est là où tu dis, ah, ok, si c'est cette problématique-là, peut-être que le prochain appel, je peux vraiment axer aussi pas mal contre-argumentaire là-dessus et du coup baser aussi toute ta prospection à froid sur... Même tu peux le dire, tu vois, l'autre jour je discutais avec un prospect et pendant le call, il m'a expliqué qu'en ce moment il avait telle problématique, que c'est une problématique que vous avez aussi, tu vois. Et réutiliser ces échanges-là avec des prospects pour retourner faire ta prospection avec d'autres prospects. Ouais, c'est plutôt smart. Moi, c'est vrai que j'ai jamais enregistré de call. Mais et puis de toute façon, je partais du principe que plus j'allais faire de call, plus j'allais connaître, tu vois, les problématiques et tout. Puis après, ça revient souvent, quoi. Mais c'est vrai que c'est fondamental. Franchement, c'est hyper important de passer par là. Et en fait, finalement, tu vois, je remarque pas mal de fois sur LinkedIn et puis ailleurs, on parle de techniques de prospection, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment la finalité de tout ce qu'il y a avant, en fait. Et puis d'ailleurs, petite précision, parce que tu disais appel découverte, pour préciser au cas où, appel découverte, c'est le premier call. Hein. C'est le premier call. Mais effectivement, ça, je te rejoins à 100%. Tu fermes ta gueule pendant le premier call,
tu te vends pas. Sauf si, tu vois, le gars te pose des questions, en l'occurrence, le prospect te pose des questions. Mais sinon, alors moi, c'est un peu plus, j'ai un peu un vrai script quand même. Enfin, c'est plus structuré. Il y a Icebreaker, tu vois, au début, tu parles un peu de tout et de rien pour mettre un bon environnement. Et puis après, il y a la phase de découverte. Alors, il y a quand même en step 2 le cadre, expliquer comment ça va se passer, pour rassurer, pour savoir aussi, pour mettre un cadre, une structure. Je trouve que ça démontre aussi ton professionnalisme, hein. Et après, ouais, c'est la phase de découverte. Donc, moi, j'avais pas mal de types de questions différentes que je m'étais notées et tout. Et comme ça me donnait quand même pas mal de possibilités, tu vois, des idées de questions. Ouais, bah moi aussi j'ai un script, hein. Franchement, ça a été game changer d'ailleurs. Quand j'ai commencé à avoir un vrai script pour mes appels de vente, j'ai eu des échanges bien plus efficaces, bien plus impactants, et j'ai closé beaucoup plus de second rendez-vous ou même de clients, quoi. Closer, du coup, signer un client. Je précise parce que pour nous ça paraît hyper pardon, évident. je suis désolée, je fais de l'anglicisme. Il y a un moment, je me suis dit, il faudrait que j'arrête avec les anglicismes, et ensuite je me suis dit, bah non, en fait, je suis comme ça. Non, mais moi aussi. Juste que faut que j'explique les anglicismes. Non, mais t'inquiète, moi aussi. Mais comme je fais de la formation, je suis devenu pédagogue. Mais c'est vrai qu'à la base, en fait, comme on est tellement dans ce milieu-là, il y a des gens potentiellement qui vont nous écouter qui ne connaissent pas du tout ce milieu. Et donc, closer, moi, je sais que tu vois, je l'ai dit à certains des shapers qui m'ont rejoint récemment et qui ont deviné assez rapidement. Mais closer, il y a eu un petit ah, ça veut dire quoi ça? C'est signer un client, quoi. C'est pour ça que des fois, tu vois, je suis assez pédagogue et je rappelle les termes parce que comme ça, tout le monde comprend bien. Mais ouais, le script, toi, tu utilises quoi en fait? Comment t'as fait ton script d'ailleurs? Franchement, c'est un mix de plein de vidéos YouTube, de plein de personnes différentes, beaucoup d'Alex Hormozy. Ok. En fait, ouais, Alex Hormozy, il y a une meuf aussi sur Insta que j'aime bien qui s'appelle Maddie Sales. Alors après, c'est que des contenus en anglais. J'avoue que j'ai pas regardé de contenu en français parce que factuellement, je trouve les Américains les anglophones un peu meilleurs et plus avancés que nous sur pas mal de techniques. Donc, principalement Hormozy et aussi Charlot, donc notre coach, qui a fait une suite de vidéos sur justement comment créer ton pitch et ton script de R1, R2, donc rendez-vous 1 et rendez-vous 2, parce que du coup, c'est vrai que alors là, on passe sur la partie conversion et plus acquisition, mais ça vaut le coup parfois de faire 2 rendez-vous, justement, un où le prospect parle plus de ses problématiques et un second un peu plus tard où c'est plus toi tu dis ok, j'ai capté tes problématiques et voilà comment je vais pouvoir t'accompagner. Pour terminer l'épisode, j'aimerais savoir si tu devais choisir un seul système d'acquisition, donc une seule manière d'acquisition client, ce serait laquelle? Selon toi, la plus performante, le plus rapidement? Le plus rapidement, parce que, enfin, vraiment, tu vois, si t'avais pas rajouté le plus rapidement, moi, je dirais quand même de créer du contenu quelque part, tu vois, là où c'est le plus efficace pour ta cible, mais ça, c'est du moyen long terme, on l'a dit. Ben ouais. Du très rapide, ouais, je pense que ce serait de la prospection, d'aller m'exporter une liste de personnes qui sont pile poil dans ma cible et faire un petit check de où ils en sont dans leur boîte, quelles pourraient être leurs problématiques du moment, et leur envoyer un message pour leur proposer de faire une petite séance d'audit gratuit ou de coaching gratuit. Et en fait, derrière, ça convertit plutôt bien si t'apportes un maximum de valeur. Pas avoir peur de donner de la valeur, et même si t'es perdant parce que la personne ne signe pas avec toi, etc., bah, t'auras toujours quand même apporté de la valeur et elle repensera potentiellement à toi. Ouais, de toute façon, à chaque fois, je pense qu'on en revient toujours aux mêmes idées, c'est la prospection. Et puis moi, ce serait ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait. Si je dois choisir un système d'acquisition, déjà juste, il y a la vitrine, quoi, Malte, LinkedIn. Je prends LinkedIn Sales Navigator. Donc, pour ceux qui connaissent pas LinkedIn Sales Navigator, c'est un outil payant sur LinkedIn pour pouvoir prospecter. Alors, on peut prospecter sur LinkedIn de manière normale, mais cet outil permet d'avoir évidemment beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de possibilités d'informations et tout. Et vraiment, cet outil-là, il a été révolutionnaire pour moi. Je prendrais ça, il y a un mois gratuit et je tartine, quoi. Voilà, je tartine en mode vidéo loom, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais analyser les sites, pages de vente avec le copywriting. Puis les ads aussi, je tape Meta Ads librairie, Google Ads librairie. Je regarde ce qui est pas bien. Et boum, je fais de la vidéo à balle. J'envoie un message LinkedIn. Je fais, regarde, il y a un problème sur tes ads. Je t'ai fait une vidéo. Salut, hop, redirection. Si tu veux en discuter, hop, tu m'appelles par ici. Je pense que je ferais ça. Pour moi, c'est le plus simple, le plus rapide. Ouais, je pense que c'est là où j'ai le plus de résultat, quoi. Voilà. Avec peut-être couplé à ça, sur LinkedIn aussi, de la discussion. Mais si je dois en choisir qu'un seul, tu vois, ce serait la vidéo loom. On l'envoie le vidéo loom. Mais sinon, engagement de discussion, tu cibles la problématique, t'envoies en plus. Ce que je pourrais faire aussi vidéo loom, c'est, tu vois, comment dire, j'essaie de cibler la problématique. En même temps, je vais voir le site internet ou les ads et je fais, bah ouais, regarde, si t'as cette problématique là, c'est normal parce que j'ai vu ça, bam, boum, envoie de vidéo loom avec le lien pour réserver un appel. Ça peut être pas mal, ça. Un truc qui est pas mal aussi, c'est si t'as identifié justement une dizaine de clients, genre de boîtes avec qui t'as vraiment envie de bosser, d'aller justement, tu sais, on parlait d'aller trouver leur profil sur LinkedIn, par exemple, et tu sais, tu peux activer les petites cloches là. Et en fait, tu peux décider d'activer la cloche
coches soit de voir les posts les plus pertinents ou tu peux cocher d'activer des notifs à chaque post. Et ça peut valoir le coup d'aller, pareil, un poil plus moyen terme, mais en fait, de chaque fois que la personne publie un post, tu vas commenter, t'apportes de la valeur, et puis au bout de 10, 15 posts, en fait, où tu commentes à chaque fois que t'es un des premiers commentaires, la personne, elle va se dire, attends, c'est qui ce gars? Et là, tu lui envoies un message en disant, au fait, je sais pas, hyper intéressant tes posts, par rapport, je rebondis à ton dernier post, là, je pense que l'une des réponses à tes problématiques, je sais pas, imaginons, ouais, je comprends pas, mes ads, elles performent pas, bim, là, tu peux lancer ta conversation. Mais activer, ouais, les cloches de tous les posts, comme ça, t'as une notif à chaque fois que la personne publie, et t'interagis avec la personne, et vraiment, t'es en mode top of mind, enfin, vraiment, la personne pense direct à toi à chaque fois. C'est vrai que c'est pas bête ça. Faut juste être rapide quoi et puis activer les cloches quoi. Ouais. Et puis après en plus de ça si tu postes c'est quand même le must. Forcément. Bah écoute si t'avais un petit dernier mot à dire à quelqu'un qui veut se lancer en freelance là qui est en salarié peut-être qui nous écoute en ce moment et qui veut se lancer en freelance qu'est-ce que tu lui dirais? No stress, c'est une aventure et que vraiment ce que tu disais tout à l'heure tu vois sur le terme de freelance qui peut un peu desservir, je dirais ça en effet. T'es pas un freelance, t'es un entrepreneur, un solopreneur. Et garde bien ça en tête. T'es pas... Parce que si tu dis que t'es un freelance, alors tu vas subir beaucoup plus et tu deviens beaucoup plus dans un truc de... Il y a le client au-dessus et toi. Alors que si tu te positionnes, je suis un entrepreneur, je suis un solopreneur, tu te mets tout de suite dans une posture beaucoup plus puissante et tu te sentiras beaucoup plus à l'aise en fait. Quand tu testeras, accepte de tester, de réussir, d'échouer. Et le fait d'accepter de vivre complètement avec ce truc d'entrepreneur, pour moi, ça a été game changer. D'être un peu dans le flou, dans le chaos, c'est ça? Ouais. Vivre beaucoup plus librement avec cette idée que on dirait que tout le monde a réussi. On dirait que même les CEO de start-up à succès, on dirait qu'ils maîtrisent tout. En vrai, tu parles avec eux, ils sont en mode, franchement, je fais ce que je peux, comme je peux. Tout le monde a bien l'impression que je réussis, mais en vrai, tous les entrepreneurs que tu parles avec des gens qui sont solos ou qui ont des boîtes, des employés, etc., personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Enfin, vraiment, tout le monde show up tous les jours pour faire le max de ce qu'ils peuvent. Et c'est déjà énorme. Et en fait, faut pas se mettre des idées en tête que tout le monde, que t'en as qui ont trouvé la secret sauce. Même les meilleurs entrepreneurs, tous les matins, ils peuvent se lever et se dire bon, là, je sais pas si c'est vraiment la bonne décision, mais on va y aller et on va tester. Et peut-être que je vais cramer du cash, peut-être qu'on va perdre du temps, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas kiffer, du coup, qui vont partir de l'entreprise. That's the game. Ça marche, Inch'Allah, advienne que pourra. Même Elon Musk, les gars. Même Elon Musk, il est là, il se pose des questions. Non, mais c'est ça, c'est trop ça. Franchement, je te rejoins. C'est vrai qu'on a tendance à se comparer. Tu vois, si je prends un livre, on est sur la page 1 ou 2 et on se compare à la page 20, tu vois, alors que on est en train de commencer notre chemin. Dernier truc, et puis des fois, tu sais, quand t'es freelance aussi, j'imagine que ça t'a fait la même vibe. Tu sais, t'es face à un mur et t'es là, putain, il est hyper haut. Donc, c'est plus un escalier, tu vois, et la marche, elle est hyper haute. Et puis, parfois, tu repousses, t'es non, mais je vais pas y arriver, machin. Et puis, tu te faut une motivation de ouf. Tu passes la marche, puis tu te retournes, et en fait, elle faisait cette hauteur-là. Ok, bon, vas-y, on continue la fuite, puis c'est toujours comme ça où t'as l'impression que c'est beaucoup plus dur et à chaque fois, et en fait parfois il suffit de juste y aller et ça passe quoi. C'est ça, se lancer. Et après parce que aussi t'engranges des connaissances quoi. T'as monté cette fameuse marche, en fait tu regardes, c'est vrai qu'elle est toute petite, mais aussi parce que t'as appris des trucs quoi. Tu vois, justement t'as testé, tu t'es lancé, machin, t'as appris plein de choses, ton cerveau il est en train de se développer, et donc quand tu regardes finalement, l'escalier il est pas si élevé que ça quoi. Je pense que ça passe aussi par se lancer, faut juste y aller quoi, l'expérience. Parce que là tout ce que je dis aujourd'hui, je pourrais pas le redire il y a 3 ans, j'avais pas du tout la même maturité, etc. quoi. Et célébrer ses victoires aussi, tu vois, dans l'ascension de ce truc-là, c'est réussir à se célébrer ses petites ou grosses victoires. Ça c'est dur au début, mais c'est pareil, hyper game changer pour te rassurer aussi que t'as pris les bonnes décisions, que t'es dans le bon sens, que les choses avancent, mais de se célébrer et célébrer ses victoires. Grave. Du coup je t'avais demandé un mot pour la fin, mais là, fou. Ah bon. non, mais c'est au contraire, c'est trop bien parce qu'il y a plein de trucs, tu vois. Et c'est vrai que plus on va dans ce sujet-là, on pourra en faire un podcast, tu vois. J'en ai déjà fait des comme ça. Mais les petites victoires, mais clairement, c'est un truc qui est sous-estimé. Et en plus de ça, on a tendance souvent à se projeter, tu vois, à l'objectif final. Mais en fait, l'objectif final, il est jamais vraiment atteint, tu vois. Parce qu'une fois que t'as atteint tes premiers clients, t'es en mode, en fait, je veux plus parce que je veux ci, je veux ça, Et on a tendance à pas profiter du moment présent, profiter du chemin et surtout regarder le chemin parcouru, tu vois. Moi, je le faisais pas au début. Depuis que je le fais, franchement, mais je sais pas, en fait, je me sens beaucoup plus apaisé, tu sais, je me sens gratifiant envers ce que je fais, enfin envers la vie. Et puis ça me, tu sais, je me dis des fois au pire, si je galère, si j'échoue, c'est pas très grave, j'ai quand même fait des trucs de ouf, tu vois. Puis j'ai une vie qui me convient, quoi, qui me fait kiffer. Bravo à vous bientôt quand vous serez lancé dans le freelance. Exactement. On croit à fond en vous déjà. On est tous derrière vous là. Allez les gars, là. Allez les filles, là, tout le monde on se lance. Bon, en tout cas, merci d'être venue Juliette. Avec grand plaisir pour qu'on puisse rediscuter sur un prochain épisode. Et écoute, à très bientôt.
Yes, merci Nico. Ciao, ciao. Avec grand plaisir, ciao. Salut tout le monde, on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Ciao.